Bonjour à tous Bonjour à tous. et bienvenue sur ce webinaire organisé par l'ADI. Enchanté, moi je suis Gabriel et je suis accompagné de Paul, spécialiste à l'ADI, que je vais laisser introduire l'ADI dans un premier temps et je reprendrai la main ensuite pour vous expliquer comment ça va se passer aujourd'hui. Ok, super. Je pense qu'on va peut-être attendre 30 petites secondes pour que tout le monde ait le temps d'arriver. Et On a après, déjà... je ferai une petite présentation de l'ADI. Excellent. Bon. Il y en a beaucoup qui ont déjà compris comment utiliser ce système de chat. C'est top. Ouais, je vous invite à être participatif aujourd'hui. Hein. On va voir pas mal d'éléments. Le but, c'est que je puisse répondre à un maximum de questions. Attends une petite minute ou deux, c'est ça, Paul? Ouais. Ok. Bonjour à tous. Ok, super. Bon, on va y aller. Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la webconférence micro-entreprise ou société. Quel statut choisir? Donc, c'est une webconférence organisée en partenariat avec Swappen. Donc l'ADI organise donc de façon régulière des webconférences avec des partenaires ou bénévoles donc de l'ADI. Et donc moi, je suis Paul Nordera et je suis chargé de projet à l'ADI. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas, l'ADI, donc c'est une association reconnue d'utilité publique qui défend l'idée que chacun peut entreprendre s'il a accès à un crédit et à un accompagnement professionnel et personnalisé. Donc nos valeurs sont fondées sur la confiance, la solidarité, mais aussi la responsabilité. Donc aujourd'hui, nous sommes 1200 bénévoles et 800 salariés et on détient environ 176 agences et 390 permanences à travers les territoires français. Donc nous accueillons aujourd'hui Gabriel, Bonjour. qui travaille donc chez Swappen et qui va présenter aujourd'hui cette webconférence. Top. Merci Paul, merci pour l'introduction. Donc ouais, enchanté et bienvenue à tous et à toutes sur ce webinaire. Donc, comme l'a bien expliqué Paul, moi je suis Gabriel, expert en création d'entreprise chez Swappen. Aujourd'hui, je vous invite à être toutes et toutes bien participatives via le système de chat. Bon, j'ai l'impression qu'il y en a déjà pas mal qui ont compris comment l'utiliser. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions ici. Vous recevrez tous pour information donc la webconf dure autour de 45 minutes, 1 heure, et vous recevrez tous un replay que vous pourrez regarder à foison, hein, bien évidemment. Et est-ce que vous pouvez déjà, avant toute chose, me confirmer que vous nous entendez et vous nous voyez bien? Ce serait topissime. Ok, Super. nickel, merci à tous. Avant toute chose, avant qu'on commence, je tiens à remercier l'ADI du coup pour l'invitation. Comme Paul l'a expliqué, Swappen, on va être vraiment le partenaire de l'ADI, spécialiste en création d'entreprise. On va pouvoir vous accompagner potentiellement dessus. Et aujourd'hui, on va voir la différence entre micro-entreprise ou société et savoir tout simplement comment se lancer et quel statut choisir. Hop, alors, on va pouvoir commencer la présentation. Hop. Top. C'est bon, tout le monde voit bien la présentation à partir de là? Ok, topissime. On est en direct, hein, il peut toujours y avoir des loupés en direct, donc ça me rassure. Ça me rassure. Ok, je vois beaucoup de oui, mais j'ai vu un ou deux sans image. J'espère que ça va marcher pour vous. Donc, comme je vous le disais, le webinaire va durer aux alentours d'1 heure et au programme aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter tout ça sous forme de 3 étapes, 3 éléments. Notamment la première partie qui va durer aux alentours d'une dizaine de minutes. Les 4 questions à se poser, c'est celles qu'on va vous conseiller. Voilà, j'ai accompagné, franchement, aujourd'hui, j'ai dépassé, je pense, les 1000 entrepreneurs accompagnés. Donc aujourd'hui, je vais vous exposer les 4 questions qu'on a remarquées, qui sont les plus intéressantes à se poser avant de se lancer. Deuxième étape, les différents statuts possibles. Ça va être la majeure partie de notre échange aujourd'hui. Hein, ça va durer aux alentours de 30-35 minutes, cette partie-là. Et la troisième étape, comment créer une micro-entreprise ou une société en France. Voilà, notamment avec Swappen. Hop, alors Christian, est-ce qu'on va évoquer le statut d'artiste-auteur? Pas précisément, aujourd'hui on va voir vraiment la partie société commerciale, ça va être notre spécialité. Si vous avez quand même 2-3 questions, on pourra en reparler dans un second temps
en personnel. Artiste-auteur, c'est vraiment une spécialité. Là, le but aujourd'hui, on n'a qu'une heure ensemble, c'est de voir, on va dire, la phase émergée de l'iceberg sur les différentes sociétés commerciales qui existent en France. Idem, Touda, les scopes, c'est vraiment des sociétés très peu utilisées, très peu créées. Donc, on va plutôt être sur la partie, on va dire, face émergée de l'iceberg. Aujourd'hui, 90% des sociétés qui ouvrent en France, même 95%, on va les voir aujourd'hui, notamment micro-entreprises, les différentes sociétés, SASU, etc., etc. Voilà. Oui, service à la personne, pas de souci, ça, on va pouvoir voir ça aujourd'hui. On ne verra pas d'activité vraiment précise à proprement parler, on verra le principe. Et vous allez voir qu'en fait, l'activité n'a pas tant d'impact que ça sur la typologie de société qu'on choisit. Vous allez voir qu'en fait, ça va plutôt être votre situation personnelle en parallèle du projet. Voilà. Je vais faire un maximum pour répondre à chacune des questions. Je précise tout de suite aujourd'hui que toute question vraiment très personnelle, ça va être très compliqué de pouvoir y répondre parce que vous êtes nombreux et tant mieux. Si vous voulez qu'on en parle, bien évidemment, on pourra faire des rendez-vous personnalisés pour échanger respectivement sur vos projets. Voilà. Le but aujourd'hui, comme je vous expliquais, c'est vraiment de voir de manière générique la micro, les sociétés, comment ça fonctionne en France. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Les 4 questions à se poser. Vraiment, cette partie-là va servir en guise d'introduction avant de tout simplement. C'est généralement les questions que je pose lorsque j'ai un rendez-vous personnalisé avec quelqu'un, tout simplement pour voir, pour pouvoir orienter au mieux le projet. Donc, les questions fondamentales, les 4 que j'ai estimé, enfin qu'on a estimé chez Swappen, ces 4 qui peuvent avoir un impact très fort. C'est-à-dire que vous pourriez très bien avoir 3 réponses similaires. Si la 4e est différente, on pourrait très bien basculer sur un tout autre statut. Voilà. Le CA, on verra, on va voir les questions à se poser, notamment au niveau du chiffre d'affaires. Forcément, si j'ai une situation parallèle d'un ami, et lui, il va faire 150 000 et moi 10 000, vous imaginez bien que ça n'a pas le même impact. Combien d'argent je dois mobiliser au démarrage ? Forcément, hein, je suis prestataire de service, dans le service à la personne, j'ai vu la question passer. Théoriquement, dans le service à la personne, il n'y a pas un gros coût au démarrage. Par contre, typiquement, voilà, on me pose la question pour le VTC. VTC, théoriquement, faut toujours acheter soit un véhicule, etc. Ça, on demande de mobiliser plus d'argent, etc., etc. On va voir la partie des aides. Quelles aides je vais pouvoir bénéficier au démarrage de mon projet. Et pour finir, et pour moi, à titre perso, que j'estime la question la plus importante aujourd'hui, quelle rémunération j'envisage avec ce projet. Voilà. Au niveau du chiffre d'affaires, quelle est l'ampleur du chiffre d'affaires que je vais faire la première année et les années qui suivent? Se poser cette question, en fait, on ne vous demande pas d'avoir un truc précis. Forcément, le monde de l'entrepreneuriat est rempli on ne peut pas être sûr de quoi demain est fait. Hein. C'est ça, de se lancer en entrepreneur dans le monde de l'entrepreneuriat. Mais ce qu'on vous demande, c'est au moins une fourchette. Parce que forcément, une fourchette nous permet de vous aider plus facilement à vous orienter vers un bon choix. Parce que comme je vous l'ai dit, 10 000 ou 150 000 pour un projet similaire n'a pas du tout le même impact. Ensuite, forcément, le chiffre d'affaires va avoir un impact sur le statut parce que vous allez voir, pour certains qui connaissent déjà la micro-entreprise notamment, on va avoir des seuils. Si je prévois déjà de dépasser les seuils, ça ne sert à rien de partir en micro au démarrage. Plusieurs moyens qu'on peut vous donner pour réfléchir à cette idée, c'est de faire appel à des organismes. Il y en a un présent aujourd'hui, notamment l'ADI, qui peut vous aider sur tout ce qui va être business plan, etc., etc. Ils peuvent vous aider sur ce genre de choses et c'est à ça qu'ils vont pouvoir déjà vous aider à répondre à cette première question. Voilà. Alors Christian, non, on ne verra pas forcément la retraite précisément, mais la retraite peut avoir un impact sur le statut. On pourra le voir juste après. Ça, il n'y a pas de souci, vous verrez. Vous verrez. Alors, la prévision du chiffre d'affaires en net ou brut. Si vous voulez bien me répondre, Pauline, qu'est-ce que vous entendez par net ou brut? Est-ce que vous parlez par hors taxe ou TTC? Hop. Au niveau de la deuxième question, alors on parlera du... Comment ça s'appelle? On parle toujours de hors taxe. Hein, le chiffre d'affaires, c'est tous les... Comment il s'appelle? Tous les chiffres sont toujours évoqués hors taxe. Voilà. Alors Béatrice, non, aujourd'hui on va vraiment voir tout ce qui est société commerciale. Voilà. Tout ce qui est association, malheureusement, Swappen, on n'accompagne pas, on est vraiment spécialisé en société commerciale.
Voilà, désolé. Deuxième question, au niveau de l'apport initial, combien d'argent je dois mobiliser? En fait, lorsque vous lancez un projet, forcément, bah oui, vous devez savoir combien vous devez financer votre projet au démarrage, d'où l'importance de faire un business plan, parce que c'est bien de savoir combien je vais faire de chiffre d'affaires, mais c'est bien aussi de savoir combien ça va me coûter. C'est très important, parce que comme je vous l'ai expliqué, du service à la personne, un consultant informatique, bah du coup, forcément, c'est pas la même argent à mobiliser qu'un VTC, qu'un restaurant, etc. Donc, combien je dois mobiliser? Et au démarrage, il y a deux manières d'apporter de l'argent au projet, le capital social et l'apport en compte courant. Voilà, c'est les deux manières d'apporter de l'argent. Chacun va avoir leurs avantages et leurs inconvénients. Voilà. Le capital, c'est l'argent que j'amène au démarrage de mon projet. L'apport en compte courant, c'est par la suite. Voilà. Et ensuite, au niveau du financement, bah encore une fois, je recite l'ADI, vous pouvez très bien faire appel à l'ADI pour des microcrédits ou à tout autre organisme, notamment bancaire, c'est aussi possible. Voilà. Troisième question au niveau des aides. Bon, ça rejoint celle de juste avant. Vous avez la possibilité de faire appel à ce qu'on appelle des prêts d'honneur avec des associations qui peuvent vous aider à vous lancer avec des prêts à 0%. J'emprunte 5 000, je rembourse 5 000. Vous avez aussi des aides en fonction de votre commune, en fonction de votre département. Moi, personnellement, je suis dans le Grand Est, à Nancy. Les aides, en ce moment, sont vraiment liées, par exemple, à l'innovation, à la technologie. Voilà. Il y a beaucoup d'aides dans ce genre de secteur d'activité en ce moment. Et après, vous allez avoir les aides de France Travail, anciennement appelées Pôle emploi, que vous retrouvez ici. Notamment au niveau des aides, la première, liée à l'État, c'est l'ACRE. L'ACRE, tout simplement, c'est lors de la première année, vos 12 premiers mois sont réduits, vos charges sociales. Vous avez des charges sociales presque à 50% moins chères que d'habitude. Voilà. Vous allez voir en fonction des taux que je vais vous exposer juste après, en fonction des statuts. Mais l'ACRE vous permet tout simplement de diviser par 2 vos charges sociales la première année. Ensuite, les deux autres types d'aides, c'est l'un ou l'autre à choisir, c'est dans le cas où vous êtes au chômage. Donc, il y en a peut-être certains, pas mal, qui sont ici présents. Vous avez du coup d'un côté les ARE. Les ARE, c'est tout simplement la possibilité de continuer à percevoir vos indemnités chômage en contrepartie de ne pas vous rémunérer. Voilà. L'autre type d'aide, c'est l'ARS. C'est le fait de pouvoir débloquer 60% de vos droits chômage tout de suite et vous les verser en 2 fois. Une fois à la créa et l'autre partie dans les 6 mois. Non, pas du tout, Jean-Luc. C'est vraiment... Bon, je vais mettre des gros guillemets, c'est vraiment un cadeau, les charges sociales la première année, où en fait l'ACRE vous permet de réduire considérablement. En fait, l'aide, elle vous permet ça vous coûte presque 2 fois moins cher, et ça vous permet de garder la même protection que si vous aviez tout versé. Et vous n'avez rien à rembourser, rien du tout. C'est juste pour encourager à se verser un salaire rapidement. Et tout simplement, bah oui, vous allez voir qu'avec les taux de charges sociales qu'il y a en France, bah, au démarrage, oui, il faut dégager très vite un très très gros bénéfice pour pouvoir se rémunérer s'il n'y avait pas l'ACRE. Voilà. Hop, j'ai loupé quelques questions. Alors, Muriel, bonne question. Non, c'est bien une durée de 12 mois glissant. J'ouvre, là, on est début juillet, j'ouvre là, j'ai jusqu'à juillet 2025. Voilà, c'est vraiment 12 mois glissants. Avec plaisir. Alors, Céline, les ARE, ça on verra en fonction du statut. Et en fait, vous verrez qu'en fonction de certains statuts, vous pouvez les maintenir ou non. Vous verrez. Il y a certains statuts qui impactent en fonction du chiffre d'affaires et d'autres en fonction de votre rémunération. Voilà. Pareil, Jean-Luc, ça j'y répondrai juste après quand on arrivera au statut par rapport aux ARE. Pas de problème. Pas de problème. Et si j'oublie, n'hésitez pas à me reposer la question. Quatrième et dernière question. Quelle rémunération j'envisage? Forcément, si on peut tous avoir un projet d'un consultant, développeur informatique peut-être, et on peut tous avoir une situation plus ou moins similaire en parallèle, notamment un chiffre d'affaires par IDM, etc. Pas besoin d'argent au démarrage, ou juste besoin d'acheter un PC, etc. Mais forcément, en fonction de ma situation, ça peut avoir un impact. Si je garde un CDI en parallèle, si comme certains j'ai le chômage, si j'ai un conjoint ou une conjointe avec qui je peux vivre avec sa rémunération pendant un temps. Enfin, voilà, tout dépend de vos besoins. Et tout ça,
va avoir un impact. Parce que si j'ai besoin ou pas de me rémunérer, vous allez voir à quel point ça peut impacter fortement un statut juridique. Voilà. Bon, on a tenu les 15 minutes de questions. Par rapport aux questions, on va pouvoir passer au statut. Pareil, Corinne, on va le voir par rapport à tout ce qui est chômage, au statut. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans la situation notamment du chômage, tout ça aujourd'hui. Il n'y a pas de souci, on va voir cet aspect. On va voir cet aspect, vous allez voir à quel point il y a différents choix qui s'offrent à vous et surtout, alors, vous allez voir qu'il n'y a pas de vérité générale. Je préfère le préciser tout de suite. Il n'y a pas de vérité générale, mais il y a quand même des erreurs à ne pas faire. C'est surtout ça qu'il faut éviter. Notamment, par exemple, je spoil un petit peu en avance, mais notamment le URL ou la SARL. Lorsque vous touchez le chômage, c'est rarement recommandé, et encore moins l'EI. Voilà. Au niveau des formes juridiques, là, on va voir deux blocs. D'un côté, les entreprises individuelles, constituées de la micro-entreprise et de l'entreprise individuelle classique. Et de l'autre côté, un autre bloc de sociétés. Donc là, c'est vraiment, entre guillemets, la cour des grands, c'est les sociétés, à proprement parler. Je précise que chaque type d'entreprise, on va les voir sous 3 angles, social, fiscal et juridique. Vous me posez toutes les questions dont vous avez besoin. Si à un moment, je ne suis pas clair, je reviens dessus, c'est évident. C'est évident. Donc, au niveau social, lorsque vous êtes micro-entrepreneur, certains peut-être connaissent l'ancien nom, l'auto-entreprise. Bon, je mets fin à un mythe, l'auto-entreprise n'existe plus. On parle bien de micro-entreprise. C'est la même chose, c'est juste le nom qui a changé. Au niveau social, vous êtes ce qu'on appelle un TNS, un travailleur non salarié. Ça veut dire qu'au niveau social, vous allez cotiser directement auprès de l'URSSAF, notamment auprès de la SSI, la Sécurité sociale des indépendants. Attention, ce statut vous octroie malheureusement qu'une très faible couverture sociale et une très mauvaise cotisation à la retraite. C'est très connu, mais il faut bien le prendre en compte. Voilà. Comment ça se passe au niveau du calcul? Alors, un truc qui est très simple à retenir sur la micro, c'est qu'absolument tout se calcule sur votre chiffre d'affaires. Tout se calcule sur le chiffre d'affaires. Vos charges sociales en fonction de l'activité. Si, imaginons, je suis prestataire de service, je suis, je sais pas, je reprends mon exemple de consultant développeur, j'aurai 21,1% de charges sociales à payer sur mon chiffre d'affaires. Alors non, Muriel, ce sera janvier 2026, les 26%. Ma présentation est encore à jour. Hop. Ça veut dire qu'en fait, là, lorsque vous faites du chiffre d'affaires, imaginons que je fais 1 000 euros par mois, pas de souci. Si je fais 1 000 euros par mois, j'aurai 211 euros de charges sociales à payer. Voilà. Indépendamment de combien je me suis rémunéré, tout ça. Alors si, Annick, je suis désolé, je vous avoue, le taux a quand même augmenté au 1er juillet. Je n'ai pas mis à jour ma présentation, je m'excuse. Mea culpa. On est bien passé uniquement pour les prestataires de services libéraux. On est bien passé à 23%, pour information. Ouais, c'est ça, 23,2. C'est ça, exactement. Voilà, donc tout se calcule sur le CA. Peu importe du bénéfice, peu importe de tout ça, je paye sur mon chiffre d'affaires. Il n'y a pas de notion de bénéfice en micro-entreprise. Je fais 1000, je facture 1000 ce mois-ci, j'ai 232 euros de charges sociales à payer. Ou si je fais de l'achat-revente de coques de téléphone, je paye 123 euros. Voilà. Bonne question, Jean-Luc. Différence entre BIC et BNC. Alors, en gros, pour que vous compreniez bien, tout ce qui va être BNC, ça va être plus ce qu'on appelle des prestations de services intellectuels. En gros, consultant, voilà, tout ce qui va relier, on va dire, de la partie intellectuelle. La partie BIC, ça va être plus à la partie manuelle, les artisans, etc. Voilà. En gros, si c'est avec ma tête, c'est libéral, BNC, et si c'est avec mes mains, c'est BIC, en gros. Voilà, si vous voulez retenir comme ça peut vous aider. Voilà. Voilà. Alors, il y a beaucoup de questions très personnelles. Alors, merci. Le truc, c'est que on pourra y répondre. Je pourrai y répondre sans problème au niveau quand on fera un échange personnalisé. Ça, c'est évident. Par contre, voilà, aujourd'hui, on n'a qu'1 heure pour tout ce qui est questions très personnelles. Je vais faire mon maximum, mais voilà. Voilà, développeur informatique, c'est BNC, Bruno. Voilà, exactement.
Vous pouvez aussi, j'ai vu potentiellement la question passer, oui, vous avez très peu de couverture sociale, très peu de cotisation à la retraite, mais vous pouvez faire appel à ce qu'on appelle des contrats supplémentaires, qu'on appelle des contrats Madelin. En gros, c'est vous payer pour compenser le faible taux. Vous payez, sauf que, encore une fois, rien se déduit sur votre chiffre d'affaires. Donc, en gros, vous payez, mais vous ne le déduisez pas de votre société. Il faut bien le prendre en compte. Au niveau fiscal, vous avez ce qu'on appelle un abattement. Lorsque vous êtes en micro-entreprise, vous êtes à l'impôt sur le revenu. Votre chiffre d'affaires, vous y mettez un abattement à la fin de l'année. Je reprends mon exemple. Imaginons, je suis ce fameux consultant informatique. Je vais avoir 34% d'abattement à la fin de l'année. Je suis artisan, BTP, je vais être à 50% d'abattement. Je suis dans la chambre, chambre d'hôte, etc. Théoriquement, vous êtes considéré, là, ça a beaucoup bougé récemment, hein, mais théoriquement, encore peu, vous étiez dans la 71%. Voilà. Conciergerie, on est dans les 34%. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi l'abattement? Ça veut dire qu'à la fin de l'année, j'y abats fiscalement un montant. Donc imaginons à la fin de l'année, je fais 10 000 euros de chiffre d'affaires, j'y abats 34%. Donc j'enlève 34% des 10 000, il reste 6 600. Et sur ces 6 600 euros, je vais les reporter à ma tranche d'impôt sur le revenu. Vous savez, vous avez tous déjà probablement payé de l'impôt et de l'impôt sur le revenu avec la tranche progressive. Et bien là, on prend par exemple les 34% d'abattement en prestation de service. Si je fais 10 000, j'ai 6 600 euros de revenus imposables. Voilà. Indépendamment de combien j'ai fait de bénéfices, de combien je me suis versé, ça, l'État s'en moque. Vous avez un abattement et vous payez sur le restant, tout simplement. Pour finir, au niveau juridique, vous créez ce qu'on appelle une personne physique. Donc en gros, la micro, elle est rattachée à vous. Juridiquement parlant, la micro-entreprise s'appelle forcément comme vous. Moi, je m'appelle Gabriel Van Der Becken. Ma micro-entreprise s'appellera forcément Gabriel Van Der Becken. Juridiquement parlant, je n'ai pas le choix. Je peux très bien y choisir un nom commercial, celui sur lequel je partage sur mes réseaux sociaux, sur mes devis, etc. Mais juridiquement parlant, ma société s'appellera comme moi. Bon. Alors, Karine, oui, théoriquement, oui, chambre d'hôte, on est censé être dans les 71%, mais il y a des lois qui sont passées juste avant les JO, comme par hasard. Et du coup, il y a certains changements et les seuils ont bien changé. Voilà. Avant, il y avait des seuils qui étaient bien plus élevés. Maintenant, mais bon, ça, on pourra en discuter si vous voulez qu'on s'appelle, il n'y a pas de souci. Au niveau formalité, la micro-entreprise, vous avez uniquement... oui, forcément, moins bien. Au niveau juridique, vous avez très peu de formalités à faire sur la micro-entreprise, notamment au niveau de l'URSSAF. Vous avez uniquement des déclarations à faire tous les mois ou tous les 3 mois. C'est tout. Vous devez tout simplement déclarer votre chiffre d'affaires une fois par mois ou tous les 3 mois auprès de l'URSSAF. C'est tout. OK. C'est exactement ça, Jean-Luc. Très bonne question. Votre patrimoine en micro-entreprise, c'est le même. Donc, en gros, ça veut dire que vous avez un bouclier qui est inexistant, voire très fin, en fait. En gros, vous créez une micro, vous coulez la micro, elle est écroulée sous les dettes. L'État, légalement, a le droit de venir saisir vos biens perso. Voilà. Alors, je dis ça qu'il y a quand même un petit bouclier dans le sens où l'État n'a pas le droit de venir chercher votre bien personnel, votre maison, par exemple. Mais sinon, pour tout autre bien, ils peuvent venir saisir vos biens. Voilà. Alors, Annick, pour le service à la personne, l'abattement est-il bien de 50%? Alors, le service à la personne, est-ce que c'est du BIC ou est-ce que c'est du BNC? Pour moi, ce sera du BIC, oui. Pour moi, le service à la personne, ce sera du BIC. Ouais. Alors, est-ce qu'on doit ouvrir un compte professionnel en micro-entreprise? À l'instant, en fait, vous êtes dans l'obligation de créer un compte à partir de 10 000 euros de chiffre d'affaires. Vous êtes dans l'obligation d'avoir un autre compte. Là, vous ne pouvez pas utiliser votre compte bancaire personnel. Mais vous n'êtes pas dans l'obligation d'avoir un compte bancaire professionnel. Vous devez surtout avoir un compte bancaire dédié à la micro. Voilà. Tu peux être un compte personnel, mais dédié. Voilà.
Alors, hop, si je suis prestataire de service, je fais appel à des sous-traitants. Alors, les sous-traitants, non. Non, vous ne pouvez pas les soustraire de votre chiffre d'affaires, malheureusement. Hop. Alors, du coup, pour résumer la micro-entreprise, elle est super intéressante. Pourquoi? Pour un taux de charge sociale très simple en soi, hein, et assez faible, entre guillemets, parce que vous allez voir que ce qu'il y a par la suite, c'est bien plus élevé. La micro, c'est top pour se lancer, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que la micro, c'est facile et c'est simple et c'est gratuit à lancer, à gérer et à fermer. Ça, c'est top pour tester un projet. Et surtout, ce qu'on appelle pas de comptable à payer, je le mets avec des gros guillemets, c'est que vous n'avez pas de frais de fonctionnement, hein. Vous n'avez pas besoin, comme on vient de l'expliquer, d'un compte bancaire professionnel. Vous n'êtes pas dans l'obligation. Vous pouvez en avoir un pour votre gestion, c'est même recommandé. Vous n'êtes pas dans l'obligation. Vous n'avez pas besoin d'un comptable, etc. C'est ça qui est top. Point négatif de la micro-entreprise, c'est en fait, en micro-entreprise, vous avez des plafonds. Je ne les ai pas forcément expliqués là aujourd'hui, mais si vous êtes en gros prestataire de service, il est de 78 000. Si vous le dépassez, vous ne pouvez plus être en micro. Et si vous êtes en vente de produits, c'est 188 000. Voilà. Dans le cas où vous dépassez 2 années consécutives ces seuils, vous ne pouvez légalement plus rester en micro et vous devez passer en EI. Voilà. Autre point, c'est que vous ne pouvez pas, Thomas l'a bien posé cette question, notamment à la sous-traitance, notamment tout type de charge, vous ne pouvez pas déduire aucun frais. Comme je vous l'ai dit, tout se paye sur votre CA. Voilà. Et enfin, comme on l'avait posé, je crois c'est Jean-Luc, la question, vous n'avez pas de protection patrimoniale. Il n'y a pas de distinction entre votre patrimoine pro et perso. Et ça, c'est pas forcément top lorsqu'on doit fermer l'entreprise. Non, Muriel, on ne parle pas de liquidation judiciaire en micro-entreprise. C'est juste une cessation d'activité, pardon. Alors, Christian, oui, on peut cumuler plusieurs activités. Ça, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Voilà. Hop, si on a 2 activités. Si vous avez 2 activités, si vous avez 2 activités de nature séparée, c'est-à-dire que si, imaginons, vous avez d'un côté la vente de produits et la prestation de services, il n'y a pas de souci. C'est 2 plafonds différents. Par contre, si je fais du développement informatique et de la conciergerie, non, là, le seuil restera le même. C'est vraiment lié à la typologie d'activité. Voilà. Voilà, je suis. Hop. Alors, hop, je vais continuer. Je vais passer à l'entreprise individuelle. Au niveau de l'EI, alors je vais passer très vite parce que honnêtement, se lancer en EI, alors je ne vais pas dire quelque chose de faux, c'est pas vrai de dire que c'est une mauvaise chose, l'EI, loin de là, mais c'est rarement recommandé en ouverture. Rarement, pourquoi? Parce que si on veut partir en personne physique pour la simplicité, autant commencer en micro. Et si on veut parler optimisation, etc., on passera en société. Voilà. Oui, Sylvie, je vois les messages, mais je vous avoue qu'il y en a vraiment beaucoup. J'essaie de faire mon maximum. Je suis désolé si j'ai loupé votre message. N'hésitez pas à me la reposer si ça ne vous dérange pas. Au niveau EI, je vais rapidement aller sur l'EI, je répondrai à toutes les questions que j'ai loupées après, ce sera plus simple. Au niveau de l'EI, vous avez le même statut. En fait, il y a une grosse partie qui est similaire à la micro-entreprise. En EI, vous êtes toujours en TNS. Même principe, je ne vais pas revenir dessus, vous cotisez à la SSI, peu de retraite, etc. Là, en entreprise individuelle, il n'y a plus de notion de chiffre d'affaires. Il n'y a plus de notion de chiffre d'affaires, puisque là, on parle vraiment de rémunération. Et là, vous avez 45% de charge sociale sur votre rémunération. Vraiment, j'insiste sur la REM. Il n'y a plus de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que si je fais 1 000 € de chiffre d'affaires ce mois-ci, que j'ai eu 200 € de charges liées au déplacement, je ne sais pas, et qu'il me reste 800 €, je paierai les 45% que sur le montant que je décide de me verser. Peut-être pas sur les 800, mais potentiellement sur 500, je ne sais pas. Voilà. Au niveau fiscal, la partie de l'EI, c'est simple, il n'y a plus d'histoire d'abattement, c'est l'entièreté de votre bénéfice est imposée à l'impôt sur le revenu. Voilà. En gros, je fais 10 000 € de bénéfice à la fin de l'année, je reporte les 10 000 à ma tranche d'impôt sur le revenu. Voilà. Et pour finir, au niveau juridique, c'est pareil que la micro, il n'y a pas de protection, c'est le même principe, votre activité est en nom propre. Voilà. Et il y a peu de formalités juridiques.
Alors, pardon Christian, ce que j'entendais par IR ou IS, c'est impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés. Vous pouvez opter pour l'impôt sur les sociétés en EI, mais c'est honnêtement pas forcément très intéressant. On pourra en discuter en personnalisé si vous le souhaitez, mais c'est très très peu recommandé. Généralement, je dis bien généralement. Hop. Donc en gros, l'entreprise individuelle. Alors, je réponds aux questions dès que j'ai fini. Au niveau de l'entreprise individuelle, c'est intéressant parce que vous pouvez déduire toutes vos charges. C'est déjà plus réel que la micro-entreprise. Et vous n'avez plus aucun plafond de chiffre d'affaires. Si je veux faire 200, 300, 500, 1 million, je peux le faire en EI. Ça, c'est déjà plus intéressant dans le cas où vous avez des plus gros projets. Par contre, point négatif, c'est qu'il n'y a pas forcément d'optimisation qui est possible. Si imaginons, je reprends mon exemple, si je fais 1000 euros de chiffre d'affaires, moins 200 euros de charges liées à ma société, je vais devoir me verser les 800. Il n'y a pas de protection patrimoniale, enfin très faible. C'est quand même mieux qu'en micro, je le précise tout de suite, mais ça reste faible. Et là, ce que j'appelle besoin d'un suivi comptable, c'est que là, vous avez des frais de fonctionnement. Là, en EI, vous êtes dans l'obligation de faire appel à un compte bancaire professionnel, vous devez faire appel à un comptable, vous avez un bilan à faire, etc. etc. Voilà. En gros, ce que je dis souvent, c'est qu'on a quand même pas mal de désavantages de la micro, donc la protection patrimoniale, la non-optimisation, et vous avez les désavantages des sociétés, les frais fixes, etc. etc. C'est pour ça que l'EI est rarement, je dis bien pas jamais, ça peut convenir dans certains cas, mais c'est très rare, c'est rarement recommandé. Voilà. Avant que je passe aux sociétés, je vais répondre à quelques questions. Hop, j'en ai loupé quelques-unes, je suis vraiment désolé. Merci déjà à tous pour votre participation, c'est top, je vois que vous êtes à fond, c'est vraiment top. Je vais essayer de répondre aux dernières questions, n'hésitez pas à les recopier-coller comme certains ont fait pour que je puisse les revoir. Il y a une petite question de Tatiana. Est-il possible de travailler à temps partiel, CDD, et de monter une micro-entreprise dans le même secteur d'activité? Alors oui, légalement, c'est entièrement possible. Par contre, tout va dépendre des clauses qui vont être dans votre contrat. Ça, c'est pas moi qui le décide, ça va être votre employeur. Mais ça, il n'y a pas de souci. Une autre obligation, c'est bien évidemment d'éviter tout détournement de clientèle. Vous n'avez pas le droit de voler des clients à la société, que je pense ça paraît évident. Mais voilà, vous n'avez pas le droit. Donc, deux conditions, c'est que votre contrat vous l'autorise et que vous ne voliez aucune personne de votre clientèle. Enfin, de la clientèle du CDD. Laetitia, en cas de cessation, où vont les biens achetés, je pense. Lorsque vous êtes en micro-entreprise, c'est vous le propriétaire de la micro, donc vous êtes propriétaire de tout ce que vous achetez en micro. Voilà. Alors, ce statut de I, quand même plus intéressant que la micro, même pour commencer, si on a beaucoup de charges, non. Alors oui, si vous avez beaucoup de charges, vous l'avez compris, Céline, c'est plus intéressant. Mais dans le cas où vous avez beaucoup de charges, on va plutôt vous orienter vers la société. Alors, à quelles aides européennes est-il fait référence? Alors là, ça vous pourrez voir notamment au niveau des aides européennes. Je vous avoue que moi, je ne suis pas un grand spécialiste. Je ne vais pas passer par quatre chemins. Je suis vraiment un grand spécialiste sur la partie française. Par contre, au niveau des aides européennes, je vous avoue que je ne maîtrise pas du tout cette partie-là. En élevage, je crois que je dois être obligatoirement en EI. Alors Céline, je vous avoue, tout ce qui va toucher à la partie agriculture, élevage, etc., c'est un peu spécifique. Il y a des lois très réglementées là-dessus et je ne maîtrise pas, honnêtement. Aurore, coach en développement et massage. Alors ça, on va être pour moi. Alors, n'hésitez pas à taper l'activité et vous tapez BNC ou BIC. Vous avez toujours la réponse. Je vous avoue, des fois, il y a toujours quelques petites subtilités. Moi, je dirais honnêtement qu'on est sur du BNC pour coach en développement et massage. Hop. Mais qu'en est-il de mon épargne? Votre épargne, elle peut aussi être impactée, Jean-Luc, puisque c'est votre patrimoine. Voilà. C'est pour ça que la micro-entreprise... Avec plaisir. Comment accéder à l'agrément Nova? Alors, le Nova, c'est l'organisme qui vous délivre l'agrégation pour faire tout simplement l'agrément, pour faire du service à la personne. Il faut déjà créer la micro-entreprise avec une activité qui leur convient. Ça, vous pouvez les contacter tout simplement pour donner ce que vous comptez faire. Une fois que vous avez créé la micro, vous les contactez pour leur demander l'agrément, tout simplement. Alors, à la création d'une piste, si cocher EI, il faut cocher micro. Dans le cas où vous voulez faire le micro, vous cochez micro, et dans le cas contraire, vous ne cochez pas besoin. Si on fait... Alors Daniel, je pense que vous aviez la question, si on ne fait pas de chiffre d'affaires,
C'est simple, hein, en micro-entreprise ou en EI, pas de CA, pas de cotisation. Pas forcément, Christian. Si vous avez un local, c'est pas forcément. Oui, vous avez des frais de débours, mais l'avion, le train, tout ça, ce ne sont pas des frais de débours, Vincent. Hop, hop, hop. Alors, je suis désolé, il y a vraiment. Je réponds à une question, il y en a trois qui pop. Je suis désolé, je vais faire mon maximum, mais dans le cas où vous avez. Ouais, je suis désolé, je fais mon max, mais dans le cas où vous avez. On pourra vraiment se rediscuter de manière personnelle. On pourra discuter de manière personnelle si vous avez besoin de parler de votre projet précisément. Voilà. Je me permets de passer aux sociétés parce qu'on n'a plus que 25 minutes. Au niveau des sociétés, lorsque vous êtes en SAS ou en SASU, la société par action simplifiée ou la société par action simplifiée unipersonnelle, vous êtes ce qu'on appelle un travailleur assimilé salarié. En fait, là, ça y est, c'est le premier statut social qu'on voit. C'est en fait, là, vous êtes un assimilé salarié. Quand je me rémunère, je vais cotiser au régime général comme un salarié. Là, la contrepartie, c'est que tout comme un salarié, vous avez tout simplement l'obligation d'émettre des fiches de paye pour vous rémunérer. Ça y est, vous êtes dans l'obligation d'émettre des fiches de paye pour cotiser directement au régime général. L'énorme avantage, c'est que là, vous êtes au taquet, vous avez la même protection qu'un cadre, la même retraite, tout pareil. La contrepartie, c'est que vous pouvez le voir, le taux de charge sociale est extrêmement fort en SAS et en SASU. Voilà, on va être sur à peu près 75% de charge sociale sur l'AREM. Donc là, on est en juillet, je me verse 1 000 € net en juillet, j'ai 750 € de charge sociale à payer en août. C'est énorme. C'est énorme. Il faut bien le prendre en compte. Voilà. La contrepartie, c'est que vous êtes ultra protégé. Vous êtes au taquet partout. Ensuite, au niveau fiscal, je suis ce qu'on appelle à l'impôt sur les sociétés. À l'impôt sur les sociétés, tout va se calculer sur votre bénéfice. Le bénéfice, il se calcule de votre chiffre d'affaires, moins toutes les charges liées à la société, moins votre rémunération, moins les charges sociales. Une fois que vous avez tout payé sur ce chiffre d'affaires, il reste un bénéfice. Et là, ce bénéfice, il est imposé à 15% de 0 à 42 500, puis 25% sur la tranche supérieure. Une fois que j'ai payé ça, il va rester ce qu'on appelle un bénéfice net. Et là, en France, deux choix. Soit vous laissez les sous sur l'entreprise pour l'année d'après, soit vous les versez, et c'est ce qu'on appelle un versement de dividendes. Et là, vous avez 30% de taxes sur ce versement. Donc en gros, si imaginons j'ai tout payé, il me reste 10 000 € de bénéfices nets, je me verse mes 10 000 €, je touche du coup réellement 7 000. L'énorme avantage des dividendes en SASU et SAS, c'est que ce n'est pas imposé à l'impôt sur le revenu. Les 7 000 € dont je viens de vous parler, c'est pour vous et basta. Voilà. Il n'y a plus d'impôt, ça y est. Et au niveau juridique, vous créez enfin ce qu'on appelle une personne morale. Ça veut dire que vous créez une autre entité. Il y a une réelle distinction entre votre patrimoine pro et perso. On m'a posé la question, etc. C'est là qu'on parle de liquidation judiciaire, voilà. C'est là qu'on parle parce que dans le cas où je ferme la société, c'est là en fait qu'on parle de liquidation puisqu'on liquide une entreprise, une société. C'est la fin d'une société. Et là, l'avantage, entre guillemets, c'est que en cas d'énormes dettes, l'État n'a pas le droit de venir chercher vos biens personnels. Vous avez un énorme bouclier. Là, vous êtes bien protégé. Voilà. Voilà pour la SAS et la SASU. Alors, petite question. Est-ce qu'il y a eu des questions concernant la SASU? Est-ce qu'il faut être deux pour être en société? Non. Si vous êtes en SASU, société par action simplifiée unipersonnelle, vous pouvez être tout seul. Donc SASU, vous êtes tout seul. SAS, deux ou plus. Pourquoi se verser un salaire et pas verser? Pardon? On a une petite question de Corinne aussi. Peut-on bénéficier aussi de l'ACRE en SASU? Oui, pas de problème. Vous pouvez bénéficier de l'ACRE. On en parlait tout à l'heure. Si vous avez l'ACRE, c'est pour ça que je vous disais que c'est pas mal d'avoir l'ACRE, parce que vous pouvez réduire considérablement les charges sociales la première année. Voilà, aucun problème pour en bénéficier. Alors, pourquoi se verser des dividendes pourquoi se verser un salaire et pas uniquement des dividendes? La fameuse question. Parce que si vous versez uniquement des dividendes et que vous vous cassez le genou demain dans l'escalier, vous payez votre opération. Et oui, il n'y a pas de protection sociale avec uniquement les dividendes. Donc, ok, c'est top sur le plan fiscal, mais par contre, sur le plan social, il faut bien prendre en compte que vous n'avez aucune protection. Rien avec les dividendes. Autre désavantage des dividendes, c'est que c'est qu'une fois par an.
Donc, c'est aussi quelque chose à contrôler. Mais souvent, ce qui est demandé, chez nous en tout cas, ce qu'on propose aux dirigeants, c'est de faire de l'arbitrage. Un peu de salaire, un peu de dividendes. Et après, on contrôle. Voilà. C'est à ça, entre autres, que peut vous servir un bon comptable, c'est de vous faire des stratégies de rémunération optimales. Voilà. Alors, Christian, le compte courant d'associé est-il une charge déductible? Non, c'est vous prêtez de l'argent à votre société et votre société vous les doit. Alors, Pauline, non, vous pouvez être toute seule en SASU ou plusieurs en SAS, pas de souci. Jean-Marc, bonne question. Pas de salaire, pas de charge sociale. Donc, notamment, c'est pour ça que c'est un statut qui est fortement recommandé pour les personnes qui sont au chômage, notamment. Puisque le chômage, ça vous permet d'engranger et de stocker tout le bénéfice dans cette société. Voilà. Souvent, quand je suis au chômage, on oriente vers la SASU parce que c'est la seule boîte en France qui vous permet d'éviter le moindre euro de charge sociale à payer. Pas de salaire, pas de charge. Valérie, est-il possible d'avoir une micro-entreprise et une URL ou SASU? Bonne question. Alors, on peut avoir une micro et une SASU, mais pas une URL. Parce qu'en fait, en gros, le statut de TNS n'est pas forcément cumulable. En gros, c'est ce qu'il faut retenir. Alors, Karam, c'est la même chose. Dirigeant ou président, c'est plus ou moins la même chose. C'est juste une autre manière de le dire. Hop. Alors, ça, j'y ai répondu. Alors, Laetitia, en cas de liquidation, que deviennent les biens achetés? Exemple, ordi, etc. Tout appartient à la société, donc tout s'envole, malheureusement. En étant associé unique, on peut être salarié tout de même. Oui, bien sûr, mais vous êtes assimilé salarié. La différence, c'est que vous ne cotisez pas au chômage. Alors, combien il me faut de minimum pour être protégé? Alors, en France, en SASU, il faut à peu près se verser 500 € net, soit à peu près 900 € brut par mois, minimum, pour être protégé. Hop, je suis désolé. Hop. Alors, Sylvie, SASU plus micro, entièrement possible, aucun problème. Aucun problème. Est-ce que je peux ouvrir, Vincent, est-ce que je peux ouvrir une SASU et garder mon chômage? Bien sûr, aucun problème. Aucun problème. C'est même fortement recommandé souvent, puisque la SASU, c'est le statut juridique qui vous permet d'éviter le moindre euro de charge sociale. Et or, quand je suis au chômage, ça sert à quoi de payer des charges sociales si je suis déjà protégé? Voilà. Alors, Jason, les aides se cumulent du coup. Alors, si vous pouvez juste me dire de quelle aide vous parlez, ce serait top. Pour conclure, la SAS et la SASU, c'est super intéressant parce que vous avez une énorme protection du patrimoine. Vous avez, comme beaucoup l'ont remarqué, un taux de dividende très intéressant en fin d'année. Vous avez la possibilité de faire de l'optimisation. Bah oui, puisque là, on parle de bénéfices qui se contrôlent. Les charges, ça se contrôle. La rémunération, ça se contrôle. Donc là, on peut réellement parler d'optimisation. Autre avantage, la protection sociale, elle est top. Vous êtes au maximum. Vous avez des fiches de paye. Pourquoi c'est un avantage? Parce qu'en France, en tout cas, les fiches de paye permettent d'aboutir à des emprunts potentiellement personnels, de rassurer des locataires, etc. Et dernier point, pas de salaire, pas de charge en SASU. Les doubles points négatifs qui sont quand même assez importants, c'est que le taux de charge sociale est quand même très fort, il faut bien le prendre en compte. Un dirigeant de SASU qui veut se verser un gros salaire, ce serait probablement une énorme erreur. Se verser 5 000 € net par mois, ça vous reviendrait à 9 000 à la société, ça commencerait à faire vraiment cher. Voilà. Et après, vous avez besoin, entre guillemets, d'un suivi comptable. Je le mets encore entre guillemets parce qu'on parle plus de frais de fonctionnement. Voilà. Alors, hop, pour passer à la... Hop. Alors, bonne question. L'ACRE pour la micro et ensuite par la SASU. L'ACRE, vous pouvez y profiter qu'une fois tous les 3 ans. 3 ans. Vous pouvez, si vous y avez profité il y a moins de 3 ans, vous n'êtes plus éligible à l'ACRE. C'est tous les 3 ans, tout simplement. Alors, quand on a acheté le matériel personnellement avant la création de l'entreprise, tout dépend. Si vous gardez ce matériel, vous pouvez le passer au compte de la société. Là, la société vous devra de l'argent, mais en cas d'échec, ça appartiendra à la société. Donc ça, ce sera revendu. Par contre, si vous les gardez à titre perso, il n'y aura pas besoin de... Ce sera toujours à vous. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair. Ça, on pourra en discuter aussi en perso. C'est juste que là, le temps tourne. Merci déjà pour toutes vos questions. C'est top. Je vais finir avec le dernier statut. Excusez-moi de faire un peu vite. On n'a qu'une heure ensemble. Vous êtes tous bien déterminés. Ça, c'est top. Mais j'essaie de répondre à toutes les questions. Pour finir, au niveau de la SARL, le URL. Oula, pardon, j'ai passé la précédente slide. Pardon. Lorsque vous êtes en SARL, le URL, ça va être un peu le statut hybride. C'est par rapport à l'EI, notamment.
Si vous regardez bien et si vous avez bien suivi, l'EURL ou la SARL, ça ressemble beaucoup à l'EI. Vous avez un statut identique, vous êtes TNS, toujours le même principe. Vous avez 45% de charges sociales sur la rémunération, si vous avez bien suivi, c'est la même chose. Sauf que là, on distingue son patrimoine pro et perso. Je passe direct au juridique. En fait, vous avez les avantages de l'EI, entre guillemets, par rapport à la SASU, à savoir un taux de charge sociale beaucoup plus faible en cas de rémunération, mais vous avez une protection patrimoniale. Et ça, c'est top. Ça vous permet, du coup, en cas de... On m'a posé la question tout à l'heure, je suis désolé, j'ai oublié la personne, je suis désolé si c'est... Vous vous reconnaîtrez, qui m'a posé la question, si j'ai beaucoup de charges de démarrage, il vaut mieux que je parte en EI. Non, il vaut mieux partir en EURL, parce que si vous avez beaucoup de charges, c'est que probablement il y a un risque un peu élevé, bah, autant partir en EURL pour tout simplement éviter tout risque en cas d'échec, notamment. Dans le cas où vous avez besoin de vous rémunérer, je précise. Au niveau de l'impôt, je ne reviens pas forcément dessus parce que c'est le même principe que la SASU et la SAS. Vous payez de l'impôt uniquement sur vos bénéfices. Par contre, si là, vous regardez bien le taux sur le versement de dividendes, bah, il fait un peu mal, il pique un peu les yeux. On est à 57,8. Même principe, si imaginons j'ai tout payé à la fin de l'année, qu'il me reste mes fameux 10 000 euros, bah, j'avais que 3 000 euros à payer, enfin que, c'est déjà pas mal, mais j'avais 3 000 euros à payer en SASU SAS. Là, j'en ai 5 780 à payer en EURL SARL. Voilà, il faut bien le prendre en compte. Donc, généralement, alors ce que je vais dire là, c'est bien à prendre au cas par cas quand même, c'est juste, mais généralement, si on est un peu matheux, bah oui, si j'ai besoin que ce projet, le projet que je lance, c'est ma source principale de rémunération, que j'ai pas le chômage, j'ai rien du tout, bah on va plutôt orienter vers la SARL parce que je pourrais me rémunérer à moindre coût. Dans le cas où j'ai déjà une source de rémunération, où je touche potentiellement le chômage, etc., ben on va plutôt orienter vers la SAS. Comme ça, je peux me permettre en même temps de répondre à Laetitia parmi un des points négatifs de la SARL EURL. Alors oui, vous pouvez continuer à toucher le chômage en SARL ou en EURL, mais la SARL, si vous avez bien écouté juste avant, la SAS et la SASU, c'est les seules formes juridiques en France qui vous permettent d'éviter de payer le moindre euro de charge sociale s'il n'y a pas de salaire. Or, pour continuer à percevoir mon chômage, je ne dois pas me verser de salaire. En SARL EURL, quand vous êtes un TNS, un travailleur non salarié, à l'URSSAF, etc., je ne reviens pas dessus, vous avez un minimum de redevance, même quand je ne me rémunère pas. Ce minimum, bon, il change tous les ans, mais en général, il est entre 1 200 et 1 500 annuels. Donc même si je me verse zéro, j'ai quand même 1 200, 1 500 euros de charges sociales à payer à l'URSSAF, tous les ans. C'est une obligation. Voilà. Donc généralement, bah oui, quelqu'un qui me dit je perçois le chômage, bah oui, je vais plutôt l'orienter vers une SAS, comme ça il ne paye pas le moindre euro. Voilà. Donc la SARL, c'est top parce que vous avez une protection de patrimoine très bonne. C'est top pour se rémunérer parce que, bah oui, comparativement à la SAS et la SASU, le taux de charge est quand même très bas. Enfin, très bas. Non, pardon. Plus bas. Vous avez la possibilité d'optimiser parce qu'encore une fois, on parle de bénéfices. Vous contrôlez ce bénéfice, vous contrôlez les charges, tout se contrôle. Voilà. Et ensuite, un autre avantage que vous n'avez pas en SAS, c'est qu'on se rémunère quand on veut. Parce que quand on est en SAS et qu'on a une fiche de paye, bah, on doit se verser un salaire tous les 30 jours. Alors, il peut être de 0, je peux faire une fiche de paye à 0, mais je dois quand même me rémunérer tous les 30 jours. Alors qu'en EURL, si je me versais un salaire tous les vendredis à 14h, je peux. Ou tous les 40 jours, je peux. Tous les samedis, je peux. C'est quand vous voulez. Le désavantage, on le voit de l'autre côté, c'est que vous n'avez pas de fiche de paye. Donc si vous avez des besoins en termes de des besoins personnels, emprunt, etc., bah, c'est moins conseillé, forcément. Point négatif, le taux de dividende, vous l'avez vu, il est très fort, très très fort. Vous avez une faible cotisation au niveau retraite, faible protection au niveau retraite et protection sociale, pas de fiche de paye, besoin d'un comptable, et vous êtes dans l'obligation de vous verser une rémunération. Ce que j'appelle obligation, c'est dans le cas où vous ne le faites pas, bah ouais, vous avez quand même un minimum de redevances à payer. Voilà. Valérie, oui, pas de souci, vous pouvez embaucher qui vous voulez en société, pas de problème. Ah oui, Karine, si vous pensez dépasser les plafonds, il vaut mieux tout de suite créer en société. Ça, c'est évident. En micro-entreprise, vous vous retrouveriez à payer beaucoup d'impôts et de charges sociales. La micro, généralement, c'est top pour démarrer et tester une activité. Parce qu'après, ça peut vite vous coûter cher, sachant que vous ne pouvez rien optimiser.
en fait. Vous payez tout sur le chiffre d'affaires, donc plus je fais de chiffre d'affaires, plus je paye. Hop. Pour rapidement conclure tout ça, au niveau des différences, on peut y voir tout simplement 3 blocs. Hein. On va avoir le bloc de la micro-entreprise, si vous avez bien suivi, tout se calcule sur le chiffre d'affaires. Voilà, c'est tout calcule sur le CA. Au niveau de l'EI, vous pouvez le voir, c'est un peu l'hybride entre les deux. C'est un petit peu plus, c'est plus fin que les sociétés, mais plus gros que la micro. C'est que vous avez quand même des charges déductibles. Après, vous payez des cotisations sociales dessus. Et il y a une notion de bénéfice. Et pour finir, au niveau des sociétés, voilà, on a ce fameux chiffre d'affaires, moins les charges, moins la REM, moins les cotisations sociales. On a un bénéfice brut qui est imposé à 15%, puis 25%. Et après, ce bénéfice net, vous avez 2 choix. Soit je le laisse en réserve pour l'année d'après, soit je le verse en dividende. Voilà. Alors, avant qu'on vienne aux étapes de création, il y a peut-être d'autres questions. Alors, si on a des salariés, on va plus sur la SARL. Non, pas du tout, ça ne change rien. Les salariés coûtent la même chose en SAS, en SASU, en SARL. Les taux qu'on a vus aujourd'hui, c'est vraiment concernant le dirigeant. Ça n'a rien à voir avec le salarié. Le salarié coûte la même chose en fonction du statut. Est-ce que la TVA, en fonction du CA, peut influencer la micro ou la société? Alors, ce n'est pas la TVA qui doit influencer, c'est votre CA, plutôt. Si on ne se rémunère pas, je n'ai pas compris le risque. Lorsqu'on est en EURL ou en SARL, si je ne me rémunère pas, Thomas, j'ai quand même un minimum de charges sociales à payer. C'est dommage, autant partir en SAS qui ne vous coûte rien, qui est d'à peu près 1 500 € annuels. Pendant combien de temps peut-on rester avec un CA de 0 en micro? Tout le temps que vous voulez, il n'y a pas de souci. EI plafond, il n'y a pas de plafond en EI. Ouais, Christian, c'est ça, exactement. Si vous versez, ça coûte cher le salaire en SASU, c'est ça. En SASU, gros salaire, trop cher en cotisation. Dans ce cas, quelle est la solution en société? Du coup, plutôt l'EURL dans ce cas-là. Comment se gère la TVA en micro? En fait, vous avez, au démarrage, vous n'avez pas de TVA en micro-entreprise. C'est à partir de certains seuils. Si vous vous rappelez bien, les seuils, ils sont de 78 000 pour la prestation de service et 188 pour les ventes. Vous les divisez par 2 et ça fait le chiffre d'affaires que vous ne devez pas dépasser. Sinon, vous devez commencer à payer la TVA. En gros, ça fait à peu près 37 000, je crois de tête, c'est 37-38 000 en prestation de service et 91 000 en vente. Non, Dounia, il n'y a pas de notion de rémunération comme on veut en micro et en EI. Lorsque vous êtes en micro, tout est assimilé à de la rémunération et en EI, tout votre bénéfice est assimilé à de la rémunération. Bonne question, Vincent. Oui, on peut switcher de statut. Ça, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Alors, Bruno, on pourra voir ça ensemble si vous voulez qu'on en discute. Là, aujourd'hui, on parle de statut pour tout ce qui est TVA, tout ça. On pourra voir un autre jour. EURL, pas de fiche de salaire, c'est pour ça que la retraite n'est pas très bonne. Oui, Christian, entre autres. Entre autres. Alors, pour finir, comment, imaginons là, vous savez, vous êtes sûr à 100% de créer une micro. Comment ça se passe? C'est très simple, créer une micro-entreprise aujourd'hui, ça se fait en une demi-heure, 1 heure maximum. Vous pouvez directement aller sur le site de l'INPI, INPI, je me permets de l'écrire dans le chat. C'est bien sur ce site que vous pouvez créer votre micro-entreprise gratuitement. Voilà, merci Paul. Vous pouvez créer gratuitement cette micro-entreprise. On va vous poser quelques questions qui sont honnêtement assez simples. Votre nom, votre prénom, ce que vous comptez faire, etc. Votre micro, elle peut être créée honnêtement en même pas 1 semaine et validée par le greffe de votre région. Il n'y a aucun problème. Voilà. Par contre, là, je veux passer en société. Comment créer une société? C'est là où Swappen, on va avoir une réelle valeur ajoutée pour vous. Je précise que dans le cas où vous avez un doute, on peut discuter. C'est la première étape. Venez, on discute de votre projet. Que ce soit, même si vous êtes sûr à 9 chances sur 10 d'être en micro, laissez-nous vous le confirmer. Si vous n'êtes pas sûr, laissez-nous vous le déconfirmer, etc. Le but, c'est qu'on discute. Voilà, il y a eu beaucoup de questions aujourd'hui et comme vous l'avez compris, parce que j'ai bien insisté dessus, chaque situation pro et perso est différente. Et c'est pas parce que j'ouvre un resto que mon pote qui a fait un resto et il a ouvert en SARL que je dois faire une SARL. Ça, c'est l'énorme erreur à ne pas commettre.
parce que mon pote, il a peut-être pas du tout la même situation personnelle que moi. Donc c'est important de faire un point sur votre situation et qu'on vous oriente factuellement vers le bon choix. Bon, imaginons là on part en société, pour ceux qui ont bien compris, SASU, SAS, SARL, URL, comment ça se passe chez Swappen? Déjà, première étape à comprendre, c'est que vous ne rédigez rien, on s'occupe de tout. Comment ça se passe? On fait un rendez-vous où je prends toutes les infos, qui dure une demi-heure maximum. On vous envoie les statuts sous même pas 24-48 heures. Les statuts, c'est un peu comme un règlement intérieur. On vous demande juste de vérifier les infos et de les valider. Vous rédigez rien, vous validez qu'on ne s'est pas trompé, c'est tout. Troisième, ou quatrième du coup sur cette présentation, le capital. En France, vous avez le dépôt de capital, c'est une obligation d'avoir un capital sur votre société. En France, il y a 2 organismes capables de gérer ça, ce sont les banques et les notaires. Nous, on travaille avec un notaire depuis des années, ça se passe très bien, on prépare tout le dossier, et tout ce qu'il vous reste à faire, c'est un virement de votre compte perso au notaire. Le notaire nous envoie l'attestation de dépôt de capital, c'est une attestation obligatoire, qu'on dépose lors du dossier. Et le notaire vous rend les fonds une fois la création finie sur votre compte bancaire professionnel. Tout simplement. Vous envoyez 1000 au notaire, le notaire nous donne, je donne 1000 comme exemple, vous donnez 1000 au notaire, le notaire nous donne l'attestation comme quoi il a bien reçu 1000 euros. L'attestation est exigée pour la créa, on finit la créa et mon notaire vous rend les 1000 euros sur votre compte bancaire une fois la création finie. Voilà. Toute cette frise comptait en moyenne 2-3 semaines, généralement 2 semaines pour les sociétés commerciales, 3-4 semaines pour les sociétés artisanales. Voilà. Comme la CMA, la Chambre des métiers de l'artisanat, passe sur le dossier, ça met un peu plus de temps. Voilà. Je suis désolé pour les artisans, mais voilà, c'est le temps moyen. Tout ça, Swappen, j'ai vu la question passer, combien ça coûte concrètement? C'est très simple, chez nous, il n'y a pas de prix très compliqué. Vous êtes seul, donc si vous avez bien écouté, EI, SASU, EURL, c'est simple, c'est gratuit. Hein. Mon accompagnement, mes conseils, la partie administrative, c'est gratuit. Dans le cas où vous partez en société, SAS, SARL, chez nous, c'est 99 euros. Je précise, je ne sais pas si ça a été précisé, pardon, je précise une chose très importante, lorsqu'on crée une société, il y a quand même des frais de tiers qui sont indépendamment de Swappen. Hein. Vous avez ce qu'on appelle des frais d'immatriculation auprès du greffe et des frais d'annonce légale. Ces frais-là varient entre 200 et 300 euros en fonction de la forme juridique et de la région dans laquelle vous êtes. Voilà. Mais Swappen en lui-même, ça vous coûte soit 0, soit 99. Et l'énorme avantage, je me permets de revenir juste avant sur une slide, si vous voyez bien le petit rectangle bleu qui est un peu tordu, c'est qu'en fait, ces fameux frais légaux dont je viens de vous parler, ces 200-300 euros, on vous les avance. Vous ne les payez pas avec vos sous perso. Voilà. Comme ça, on attend que la société soit créée pour vous demander de nous rembourser à l'euro près. Ça vous donne une certaine sécurité. Voilà. Vous savez tout. Vous savez tout, tout simplement concernant l'accompagnement. Hop. Hop, merci. Merci à tous. Merci à tous d'avoir bien participé, d'avoir joué le jeu. Ouais, franchement, c'était top. C'était sportif de mon côté. J'espère vraiment avoir répondu à un maximum de questions. Je suis désolé si j'en ai loupé tout ça. Comme vous l'avez vu, il y a eu beaucoup de questions. Si vous voulez, je vais aussi répondre à une question dont j'ai beaucoup. Voilà, Pierre, par exemple, zéro, comment vous faites pour vivre avec zéro? C'est où le loup, hein? Je l'ai souvent la question. Je vais être entièrement transparent. Promis, on ne revend pas vos données. Ça, je vous le promets. C'est tout simplement qu'en fait, je pense qu'on sera tous d'accord. Lorsque vous vous lancez en société, si vous êtes là en plus aujourd'hui, c'est bien de se faire accompagner. Et créer une société, la création, c'est que le début. Et une fois que vous avez fini la création de votre société, vous avez pas mal de besoins qui émergent. Des besoins notamment qui peuvent être bancaires, donc on a des partenaires, des besoins comptables, on peut potentiellement vous accompagner, etc., etc. Et en fait, nous, le but, c'est qu'après, on puisse vous équiper de tous vos besoins, mais ce n'est pas obligatoire. Hein. La compta chez Swappen, elle n'est pas obligatoire. Le compte bancaire de nos partenaires ne sont pas obligatoires. On déteste l'engagement, on a horreur de ça. Voilà. Mais le but, c'est tout simplement de pouvoir vous équiper correctement, uniquement avec tout simplement les meilleurs acteurs du marché, notamment, c'est pour ça qu'on est aussi partenaire de l'ADI, sur ces aspects-là. Voilà.
Voilà, voilà. Hop. J'espère vraiment avoir été clair. Je sais pas, est-ce que tu as, Paul, le... Hop, je regarde. Ouais, je l'ai. Hop, je me permets. Hop, si vous avez, avec ce lien, si vous voulez, c'est tout simplement le lien du QR code. Tout simplement, ceux qui veulent cliquer sur ce lien, vous pouvez demander, on vous rappelle et on se programme un rendez-vous avec moi ou avec un de mes collègues. Voilà, aujourd'hui, Swappen, je suis très très content de vous dire qu'on est à peu près une quarantaine aujourd'hui. Quand je suis arrivé, on n'était même pas 5, donc voilà, j'en suis très content. Swappen, ça grandit vite, très vite, mais on garde cet aspect très humain, même si on est en ligne, on garde vraiment cet aspect humain avec l'accompagnement, l'échange. On est super réactif, tout ça. Donc voilà. Honnêtement, si vous avez besoin d'échanger sur vos... Je suis désolé de ne pas avoir pu répondre à toutes les questions. Vous avez été super intéressés et ça, c'était top. J'ai vraiment fait mon maximum. J'espère ne pas avoir délaissé certains. Alors, Karam, pour le RSA, généralement, c'est soit la micro-entreprise, soit la SASU, qui est conseillé, encore une fois. On peut. Franchement, faites une demande. Là, on échange dès cet après-midi, dès demain, dès la semaine prochaine sur vos projets respectifs. Voilà. Il n'y a pas d'engagement de toute façon. Même la discussion, le rendez-vous, il est sans engagement. Voilà. Voilà. Et j'ai aussi vu passer la question. Vous recevrez tous un replay. Ce sera aussi disponible sur la chaîne YouTube de l'ADI. Voilà. N'hésitez pas. C'est exactement ça. Voilà. Bon. Merci Christian, c'est sympa. J'espère en tout cas vraiment que ça a plu à la majeure partie d'entre vous. J'ai vraiment fait mon maximum pour pouvoir faire la présentation dans les temps. On a vu pas mal, on a vu surtout la phase émergée de l'iceberg, de la création de société en France. Le but, encore une fois, c'est pas de faire de vous des juristes, loin de là, en 1 heure. C'est surtout de vous faire poser les bonnes questions, de voir tout simplement les différents aspects des sociétés en France, notamment commerciales. Voilà. Et moi, j'ai fini. N'hésitez pas, si vous avez encore d'autres questions, vous cliquez sur le lien, je me permets de le remettre encore une fois. Si vous avez une demande à faire, franchement, n'hésitez pas, on vous appelle très rapidement, on est super réactif. Voilà, on fait un point sur vos situations, ça peut aller très vite, 10-15 minutes, même un peu plus, il n'y a pas de souci. Voilà. Et un grand merci du coup à Swappen et à toi Gabriel d'avoir animé ce webinaire aujourd'hui et pour toutes les réponses à qui tu as apportées pour toutes les personnes. Merci à tous. Plaisir. Avec plaisir, merci à l'ADI, merci à vous tous et je vous souhaite une bonne après-midi. J'espère que je ne vous ai pas donné un mal de crâne. Je vous souhaite une bonne journée et j'espère à bientôt. Au revoir. Bon après-midi à tous, au revoir.